Ici le philosophe jovialiste André Moreau de Montréal. Et j'ai un plaisir extraordinaire aujourd'hui de pouvoir accueillir un homme bienveillant, éduqué, qui aime la philosophie et qui publie des livres étonnants, comme celui-ci, Frappe le ciel, écoute le bruit. Il s'agit de M. Fabrice Midal, un homme avec lequel je suis tombé en sympathie en le voyant, et qui est, je crois, docteur de l'Université de Paris, oui. Et un praticien de la méditation. On devrait bien s'entendre. J'espère. Qu'est-ce qui vous amène à Montréal? Justement, parler de ce livre-là. En particulier? Absolument. Hey! Comme le livre vient de sortir, je suis là pour présenter le livre. Comment en êtes-vous venu à la méditation? Est-ce que ce fut une expérience en douceur ou un choc étoilé? Un peu des deux. J'avais 20 ans, quelqu'un m'a parlé de méditation, je dis je vais essayer d'aller voir. J'ai sonné à la porte d'un appartement, les gens m'ont reçu, il y avait quelques personnes, c'était pas du tout connu la méditation il y a plus de 25 ans. Je suis rentré, on m'a donné une instruction de méditation, très simple, qui est la même que je fais encore aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça formidable. Je me suis senti tout de suite à la maison. Et je crois qu'il y a une raison, c'est que pour la première fois, on me disait que j'avais rien besoin de faire, que je pouvais juste complètement m'autoriser à être comme j'étais. Comme je vous comprends. Il n'y a rien à faire. Absolument. C'est très paradoxal. En ne faisant rien, on redevient vivant et on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ce que j'appelle la dynamique de l'inaction. Absolument. Je ne savais pas que vous alliez dans cette voie, parce qu'il y a des formes de méditation beaucoup plus actives. Oui, il y a des formes, je ne dirais pas plus actives, mais je crois que il y a des formes de méditation où on est un peu trop orienté vers un but. Et ça devient un peu étroit, que le cœur central de la méditation, c'est on s'ouvre sans condition dans le présent, on s'autorise à être, et par là on découvre un nouveau sens de présence, un nouveau sens de bienveillance, et un sens de confiance. Et donc tout cela vient parce qu'on se resynchronise à la vie. Tandis que... Donc, quand même, c'est ça le cœur de la pratique de la méditation. Donc, moi, la pratique de la méditation que je fais vient de la tradition bouddhiste, mais elle s'est laïcisée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup mindfulness, qui est une sorte de pleine présence. Et l'unité de toutes ces pratiques, c'est quand même de se poser dans le présent avec une attention ouverte pour tout ce qu'on vit, moment après moment. Et donc, il n'y a pas la recherche de quelque chose, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une technique, c'est vraiment un geste très radical. On redevient simplement un être humain. C'est comme si on prenait son bain dans l'azur. C'est une très belle image. Oui, même si il y a un côté aussi très ordinaire. On s'assoit le matin, par exemple, quand on veut, on se reconnecte à la vie, on redevient présent. Des fois, on a mal au dos, on a envie de dormir, et on est attentif à tout ça. On n'essaie pas de vivre une expérience particulière, on essaye juste d'entrer en rapport à la vie telle qu'elle est, d'entrer enfin en relation à ce qu'on vit. Parce que très souvent, on ne s'autorise pas à sentir ce qu'on vit. On ne s'autorise pas à sentir le chagrin, ou notre sentiment d'inadéquation, de tristesse. Et dans la méditation, ce qui est ce qui est. Il n'y a rien qui n'a pas le droit d'être. Donc c'est vraiment un changement très radical de perspective. C'est un oui magistral Oui. À soi, à tout. Absolument. Il y a une dimension très profonde d'un oui entier à l'ampleur de la réalité. On dit oui complètement pour pouvoir évidemment après transformer les choses. Mais si on commence pas par dire oui, rien n'est possible. Et ça c'est vraiment... Donc de ce point de vue-là, la méditation est quelque chose de
c'est un peu la quintessence de beaucoup de voies spirituelles, de beaucoup d'approches thérapeutiques. Commencer par dire oui. Jamais d'abord contre, comme le dit François Roustan. Qu'est-ce qui vous a amené au Tibet? Vous semblez faire grand cas des maîtres du Tibet. Alors, oui, c'est vrai. J'ai d'abord été marqué par la tradition du bouddhisme tibétain, même si maintenant, comme je raconte dans le livre, je raconte à la fois mon incroyable admiration pour le monde tibétain, et puis après, je raconte aussi comment je pense qu'il faut en sortir aussi pour assumer notre être occidentaux. Je me sens d'abord occidental. Mais je trouve que le monde tibétain le bouddhisme est arrivé tardivement au Tibet, entre le 7e et 8e siècle, mais surtout entre le 12e et 13e siècle, donc c'est assez tardif. Et les Tibétains ont du coup eu l'urgence de rassembler toutes les traditions bouddhiques, ce qui fait que le Tibet est devenu un peu un conservatoire des traditions bouddhiques pendant qu'elles ont disparu d'Inde. Parce que le bouddhisme est né en Inde, mais il n'y est pas resté. Surtout un peu au nord, oui, dans les pays comme l'Afghanistan aujourd'hui, et il n'y est pas resté en partie au moment des invasions musulmanes, de l'entrée le bouddhisme a disparu d'Inde. Donc c'est très étrange comme situation. Le bouddhisme qui est né en Inde a disparu d'Inde, l'Inde n'est plus du tout bouddhiste, et puis ça s'est transmis dans tout le reste de l'Asie, avec l'événement majeur, complètement... Enfin, le grand événement, c'est l'introduction du bouddhisme en Chine. Parce qu'il y a... j'aime beaucoup dire ça, parce que nous, occidentaux, on est beaucoup plus proche de l'Inde que la Chine de l'Inde. Parce que nous, on oublie ça. Mais l'Inde, c'est quand même un monde... C'est quand même une écriture syllabique, c'est quand même une constitution d'une structure sociale. On parle des Indo-Européens, pas pour rien. Donc il y a quand même quelque chose d'une certaine unité avec l'Inde. La Chine, c'est un monde d'une écriture pas du tout par syllabes, mais par idéogramme. C'est un tout autre monde. L'arrivée du bouddhisme en Chine est un événement historique considérable, complètement surprenant. Mais pour revenir donc au monde tibétain, le monde tibétain a cultivé ça, et jusqu'en 1959, au moment de l'invasion par les Chinois du Tibet, et de l'incroyable tragédie qui va détruire le Tibet, c'est vraiment un lieu où il y a vraiment un grand souci de compréhension et d'exploration de la méditation. Donc c'était vraiment... quand j'étais jeune, il y avait vraiment encore des maîtres qui avaient été élevés au Tibet, qui avaient fait de très longues retraites, qui enseignaient et dont on sentait une forme de sainteté très impressionnante. Donc c'est vraiment... Après, c'est compliqué à répondre entièrement à votre question parce que le Tibet est très divers en réalité. Il y a plein d'éléments du monde tibétain qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Le bouddhisme tibétain a beaucoup mis l'accent sur la compassion et l'amour bienveillant, de manière très profonde, mais aussi à développer une sorte de travail de transmutation des émotions tout à fait pertinent. Donc voilà quelques-uns des éléments qui ont fait que je me sens très redevable au monde tibétain. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce très beau titre que je vous envie? Frappe le ciel, écoute le bruit. Je voulais essayer de montrer que la méditation parle de la vie, de vraiment que méditer, c'est vraiment entrer en rapport à la vie de chacun, à notre vie. Et je trouve que parfois, on a l'idée de la méditation comme une forme de technique, comme un truc pour essayer de mieux gérer son stress, pour essayer de faire ceci, faire cela. Et je trouvais que c'est un peu étroit. Donc je voulais un titre qui garde un peu l'ampleur de la méditation. Parce que si vous voulez méditer pour être plus calme, vous allez au fond pas dire oui à ce qui est, chercher à vivre une autre expérience que la vôtre, vous allez éviter vos émotions, et au fond, vous allez aller moins bien. Si vous il faut se dire oui. Si vous voulez trouver un vrai calme, il faut commencer par pouvoir entrer en rapport avec vos propres tumultes, vos propres peurs, vos propres sentiments d'insuffisance. Donc il y a un vrai danger de présenter trop la méditation comme quelque chose de technique. Alors les gens ont l'impression que ça va être mieux compris si on leur dit « méditer va vous donner ceci ». Et en réalité, à mon avis, c'est une très grande erreur, dont j'espère qu'on reparlera.
Et donc je voulais un titre qui garde un peu l'énigme de la vie. Qu'au fond, la vie, on n'a pas besoin de la saisir et de la comprendre, on ne la comprend jamais complètement. On ne comprend jamais complètement pourquoi on est vivant, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain, et que peut-être la grande leçon des grands sages de l'humanité, c'est de nous apprendre à habiter l'énigme plutôt qu'à vouloir la résoudre. C'est la différence entre, au fond, une énigme véritable et une devinette. La vie n'est pas une devinette, c'est une énigme. C'est un bon titre pour un prochain livre, Habiter l'énigme. Absolument. Et vous savez des formules. Et je crois que c'est ça, au fond, le grand... La méditation est une manière d'habiter l'énigme, mais l'art est une manière d'habiter l'énigme. Qu'est notre propre vie pour nous-mêmes. Alors, donc, j'ai cherché un titre comme ça, et est venu ce titre, Frappe le ciel, écoute le bruit, que j'aimais parce qu'on ne le comprend pas vraiment, et du coup, il parle à quelque chose peut-être de plus profond en nous. Il parle peut-être à l'enfant qui est en nous. Et je trouvais que c'était important. Alors après, frappe le ciel, c'est frappe comme on frappe un tambour, pas comme on frappe quelqu'un. Non, je m'en doutais. Frappe le ciel, c'est frapper le tambour, c'est faire résonner quelque chose. Et quand on frappe le ciel, écoute le bruit, quelque chose répond. C'est une phrase qui vient de la tradition japonaise, mais je trouve que ça dit quand même bien l'expérience de la méditation. On s'assoit, on ne fait rien, et ça donne. On entend le bruit. Et écouter d'abord, c'est très beau d'écouter. Peut-être qu'apprendre à méditer, c'est apprendre à écouter la vie, à écouter les autres, à écouter le monde, à écouter ce qui nous habite. Et donc, vous voyez, on est au cœur de ce paradoxe qu'on a déjà évoqué. On ne fait rien, mais ne rien faire donne. Et je trouve frappe le ciel, écoute le bruit, ça dit il y a quelque chose qui donne. Et souvent, les gens ont l'impression que s'ils frappent le ciel, ils ne vont rien entendre, il ne va rien se passer. Et peut-être que méditer, ça prend qu'il y a quelque chose qui donne. C'est qu'ils ont l'habitude des prières mécaniques qui ne sont jamais exaucées. Mais j'ai comme l'impression que derrière cette limpidité dont vous faites l'enseignant, il y a une pratique de la transparence et de la sérénité. Oui. Oui, toujours, si on entend bien que la sérénité, c'est pouvoir faire un avec toutes nos difficultés plutôt que de les rejeter. Et c'est très très important parce que presque tous les discours vont en direction de si je médite, je pourrais être moi sans mes problèmes, moi sans mes tourments. Et c'est une grande grande erreur. La vraie sérénité, qui est une forme de détente, à avoir avec le fait qu'est-ce que je fais avec ces difficultés-là. Il y a un élément, on ne sera jamais dans un état c'est faux de prétendre, de dire aux gens qu'ils pourront un jour ne plus jamais avoir aucun tourment, ne plus être tristes de voir leurs proches souffrir, de voir la souffrance du monde. C'est vraiment une grave erreur. Il faut au contraire montrer que on peut habiter quelque chose de la douleur, mais qu'elle prenne une autre perspective. Et c'est ça le vrai sens de la sérénité que propose la méditation. La souffrance du monde et la misère n'a pas beaucoup de résistance face à une tonne de ciel qui lui dégringole dessus si l'on tient compte de ce que vous dites. Votre propos me semble, est-ce que je me trompe, un peu anticartésien? C'est pas anti-cartésien, disons. Descartes arrive à un moment. Descartes arrive à un moment dans l'histoire, au XVIIe siècle, où le pouvoir de l'Église est tel qu'on ne peut plus poser de questions. Tout est absolument... On ne fait que répéter Aristote christianisé, et donc c'est ce qu'on appelle la scolastique. La scolastique, c'est-à-dire toutes les réponses sont écrites, il faut les apprendre, et on ne questionne rien. Et Descartes, il veut tout questionner. Donc il veut questionner
avec un regard un peu scientifique, la réalité des choses. Donc ça, je trouve que c'est... Je me sens cartésien dans ce mouvement philosophique de pouvoir questionner à neuf. Et c'est extraordinaire Descartes, parce qu'il dit « Je n'accepte plus rien de ce qu'on raconte, je veux recommencer à zéro et poser des questions. » Donc ça, je trouve que c'est très libérateur. Donc de ce point de vue-là, je me sens plutôt cartésien. Après, il y a évidemment chez Descartes quelque chose, il est pris par son élan, il veut tellement sortir de cette scolastique religieuse, mais religieuse au sens pas du tout spirituel, mais religieux au sens vraiment d'enfermement dogmatique, que peut-être il veut tellement aller dans un cadre que peut-être il perd quelque chose de l'unité, de l'existence, que nous avons besoin, nous, de retrouver aujourd'hui, l'unité du corps et de l'esprit. Et donc la méditation nous semble beaucoup moins une manière de quitter le corps pour l'esprit, mais peut-être de nous réintégrer, de retrouver place dans le rapport au monde. Et Descartes, qui veut tellement bien comprendre les choses, finit par penser que la philosophie devrait nous rendre comme, pour reprendre ces termes, maître et possesseur de la nature. Et peut-être qu'aujourd'hui, on arrive un peu au bout de ça. Et encore une fois, il y avait beaucoup de sens quand il a dit ça, mais peut-être on arrive au bout. Et aujourd'hui, la volonté d'être maître et dominateur de tout nous met dans une situation de souffrance extrême. Et à mon avis, aujourd'hui, le défi que nous avons, et parlant de méditation, il faut parler du défi de notre temps. Le défi de notre temps, c'est que tout est pris par l'obsession de la rentabilité. Les vaches ne sont que des réserves de protéines qu'on doit gérer au mieux génétiquement. Les fleuves ne sont plus des fleuves, mais des réserves d'énergie qu'un barrage va pouvoir saisir, l'électricité. Les êtres humains ne sont que des ressources humaines. Et d'un seul coup, cette obsession de tout contrôler nous rend à la fois très mal, détruit la Terre, détruit l'environnement. On arrive aujourd'hui au bout de cette perspective-là. Et c'est très important de bien voir la souffrance énorme que nous vivons chacun d'entre nous, sans même forcément nous en rendre compte, de cette emprise. Alors là, c'est très important parce qu'on a souvent l'impression que nos problèmes sont psychologiques. On se dit, par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out au travail va avoir tendance à penser c'est parce que je ne suis pas assez comme ceci, ou je suis trop comme ceci, c'est à cause de mon enfance, sans se rendre compte que non, il subit une violence extrême qui n'est pas juste. Et donc je crois vraiment important de nous libérer d'une certaine forme de trop grande psychologisation culpabilisatrice et de voir qu'il y a une violence que nous subissons. Et je trouve que le burn-out est un symptôme d'une maladie qui est en train de nous menacer tous. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le burn-out ? C'est quelqu'un qui travaille en essayant tellement de bien faire, avec tellement de bonne volonté, en essayant tellement d'intégrer la norme qu'il faut être performant, qu'elle s'effondre, qu'un jour elle ne peut plus se lever. Et c'est quand même tout à fait symptomatique, parce que ça parle de... C'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est une maladie de quelqu'un qui veut trop bien faire. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui est très très révélateur il faut à un moment arrêter de vouloir toujours bien faire, il faut se foutre la paix. Et la méditation, ça dit quoi ? Un moment, foutez-vous la paix, sinon vous allez droit dans le mur. Et l'obsession de rentabilité et d'efficacité est en réalité inhumaine et irrationnelle. Et je crois que là, on est aujourd'hui vraiment menacé par un irrationalisme au nom d'une rationalité. Pourquoi ? Je m'explique. L'obsession de la rationalité devient irrationnelle parce qu'on simplifie la réalité beaucoup trop. On croit que les choses tout peut être contrôlé et mesuré. Et ça n'est pas vrai. Il y a un nombre incalculable de choses qu'on ne peut pas contrôler. La vie est trop complexe. J'aime beaucoup le prix Nobel d'économie Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie. Donc c'est vraiment quand même quelqu'un tout à fait pointu, qui avait commencé son travail, un cabinet de placement d'argent lui avait demandé de calculer sur plusieurs années, sur les 10 dernières années du cabinet, qui avait été le meilleur, pour pouvoir mettre en forme une manière de récompenser les meilleurs conseillers financiers. Et Kahneman, après avoir fait des recherches de pointe, a expliqué « Vous ne récompensez chaque année que le hasard. La complexité est telle
que vous croyez qu'il y en a un qui est meilleur une année que l'autre, mais en réalité, personne n'est meilleur une année que sur l'autre. Tous les gens que vous avez sont vraiment très bons. Il y en a juste un qui a un peu plus de chance une année qu'une autre année. La complexité est beaucoup trop grande pour pouvoir la mesurer en entier. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'exigence de rationalité, mais la vraie rationalité implique de comprendre la complexité de la réalité. Et nous simplifions, par volonté de comprendre les choses trop, et nous sommes vraiment, je crois, au bout de cette approche. Alors vous me dites, mais quel rapport entre parler de ces questions politiques et sociales et la méditation? Moi, je crois que c'est la même question. Je crois que la méditation a un rôle à jouer politique et social en nous apprenant à reconsidérer la dignité de l'être humain qui est aujourd'hui perdue. Et que méditer, c'est ce geste-là de retrouver notre humanité et que nous avons besoin de retrouver notre humanité. On ne peut pas continuer à ne plus avoir le droit d'être des êtres humains parce qu'on doit toujours répondre à des protocoles. Il y a quelque chose de l'humanité dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans son énigme, dans sa grandeur, dans sa splendeur, qu'il faut pouvoir retrouver. Et je crois que c'est ça le grand défi de notre temps. Je vous rappelle que nous parlons présentement avec M. Fabrice Midal, qui est à Montréal, pour promouvoir son récent livre « Frappe le ciel, écoute le bruit ». Cher ami, est-ce que vous vous sentez bouddhiste? Oui et non. Je me sens bouddhiste parce que je me sens profondément reconnaissant de l'incroyable héritage d'exploration de l'esprit humain. Je trouve que c'est inouï qu'il y a des textes du Bouddha qui font juste décrire comment être présent, qu'est-ce que ça veut dire qu'être attentif. Donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Je ne me sens pas bouddhiste en tant qu'il y a un aspect du bouddhisme qui est religieux. Je n'ai aucune idée sur la vie après la mort, sur le karma. Ce qui n'est pas directement en rapport à mon expérience, ça ne me parle pas particulièrement. Je ne me sens pas à l'aise avec les notions un peu cléricales qui peuvent exister dans le bouddhisme. Donc ça ne me parle pas beaucoup. Mais je me sens infiniment reconnaissant de l'exploration de l'esprit humain, la compréhension de la bienveillance qu'a la tradition bouddhique. Mais je me sens aussi, vous savez, je me sens un peu bouddhiste, et puis mais je me sens aussi très reconnaissant de la philosophie, du monde grec, des aspects extraordinaires du christianisme qui sont souvent très méconnus, mais qui ont existé. Je me sens très reconnaissant de certains aspects de la tradition juive. Donc, je me sens aussi, je me sens bouddhiste et pas bouddhiste, mais je me sens aussi reconnaissant de la grandeur de beaucoup d'autres traditions spirituelles de l'humanité. Même si évidemment j'ai un lien traditionnel avec la tradition bouddhiste, puisque c'est dans la tradition bouddhiste que j'ai reçu la compréhension de cette présence plus grande que soi, toujours disponible. Donc il y a de ce point de vue-là un lien profond. Mais comme j'ai beaucoup étudié la philosophie, je me sens aussi tellement reconnaissant au monde grec, puisque la philosophie naît en Grèce, et que c'est quand même un événement inouï dans l'histoire de l'humanité. J'avais vu une fois une œuvre d'art, je crois que j'en parle dans le livre, j'avais vu une fois une œuvre d'art de quelqu'un qui s'appelle Robert Filliou, qui est un membre du groupe Fluxus dans les années 60, et qui avait écrit Robert Filliou est comme ceci, et puis il mettait son contraire. Donc Robert Filliou est français, Robert Filliou n'est pas français, Robert Filliou est un homme. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Je suis français. En même temps, non. Je suis un homme. Et en même temps, non. Dès qu'on met une identité, on sent bien que ça n'épuise pas la chose. Et donc, je suis un peu réticent à toute forme d'identité. Je trouve que ça restreint les choses. On a notre monde, on a beaucoup besoin de mettre des étiquettes, et c'est bien d'un point de vue relatif, mais je trouve qu'au fond, c'est toujours pas complètement vrai. Voici une question difficile, mais je ne doute pas que vous vous en sortirez élégamment parce que vous êtes un homme vrai. Vous qui prêchez la bienveillance, qui la pratiquez, qui vivez comme si vous étiez un homme ciel, que diriez-vous à un djihadiste qui incarne l'extrême violence
quels seraient les mots inspirés que vous pourriez lui dire? D'abord, je ne sais pas si on peut parler à un djihadiste. Oui, Moi, bien sûr, il y en a peut-être un sur votre rue. Oui, non, mais est-ce qu'on peut... Non, mais au sens, est-ce que c'est à ce moment-là déjà possible? Mais théoriquement, que diriez-vous à un furieux qui veut vous trancher la tête et que vous comprenez? Je pense Car il me semble que dans la transparence de la méditation que vous pratiquez, il y a une compréhension. Oui, mais disons la grande difficulté. Après, on ne peut pas savoir ce qu'on peut dire parce que ça dépendrait de la rencontre et du moment. Au fond, la seule manière de parler à quelqu'un pour de bon, c'est de ne pas savoir ce qu'on va lui dire avant de lui parler. Sans doute. Ça, c'est la question centrale de quelle présence d'esprit on a. Mais disons, sans doute que c'est de le ramener à quelque part à son humanité. C'est-à-dire, le discours d'un fanatique, quel qu'il soit, c'est que la solidité de la logique qu'il a est plus importante que la réalité, que la fragilité de la réalité. Et donc, il y a une déconnexion de cette énigme de l'être humain. On préfère avoir la sécurité d'une idéologie à la fragilité de l'existence humaine. Et je crois que d'un point de vue très très profond, c'est au-delà même de la question du djihadiste et même aux questions politiques et tout ça. Est-ce que nous voulons que tout soit parfaitement en ordre ou est-ce que nous acceptons la vulnérabilité humaine, la fragilité de l'existence humaine, une fragilité inouïe? On est incroyable, il y a une fragilité humaine inouïe. Nous pouvons mourir à n'importe quel moment, nous pouvons être blessés à n'importe quel moment, nous ressentons ce qui se passe. Et c'est tellement inconfortable qu'on le refuse. Et je crois que le chemin a à voir avec le fait d'accepter une certaine forme de fragilité. Et c'est le grand problème, c'est que nous avons beaucoup de mal à faire ça. Et je crois que c'est pouvoir retrouver cette humanité qui est centrale. Après, comment on remonte l'humanité à quelqu'un, c'est tellement singulier. Ce qui est très beau dans les grands textes spirituels, c'est qu'on voit qu'il y a plein de manières très différentes de le faire. Dans la tradition zen, c'est très frappant. De temps en temps, le maître prend sa chaussure et frappe l'étudiant avec sa chaussure. D'autres fois, il lui parle. D'autres fois, il lui dit de laver son bol. Des fois, il l'emmène faire une promenade. Et au fond, c'est ça. C'est comment on réouvre quelqu'un à son humanité. Et je crois que ça, c'est absolument central. Après, il faut que je réponde à un autre élément de votre question sur la bienveillance. Je crois qu'il y a la bienveillance aussi donne lieu à une certaine mécompréhension. On a l'impression que la bienveillance, c'est être gentil. La bienveillance n'est pas être gentil. La bienveillance, c'est être juste dans une situation. Si votre enfant est en train de mettre les doigts dans la prise ou en train d'essayer de sauter par la fenêtre, vous allez lui dire non. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes dur, vous ne le laissez pas faire ce qu'il veut. Ça, c'est être vraiment bienveillant. Donc déjà, il faudrait sortir d'une forme de bienveillance idiote avec une véritable bienveillance. Et je crois qu'on ne comprend la bienveillance que si on commence à comprendre que la bienveillance ne consiste pas à être gentil, mais à être vrai. En d'autres mots, vous n'allez pas le laisser aller, mais ce sera pour mieux le laisser être. Oui. Alors, il y a donc une possibilité d'intervention dans le cours des choses, d'après ce que vous me dites, au nom de cette bienveillance. Vous n'êtes pas passif. C'est le contraire. Même ce que j'explique depuis le début, c'est le geste de la méditation de ne rien faire, c'est ça qui ouvre à la plus grande activité. Sinon, vous n'agissez pas, vous réagissez, et réagir n'est pas agir. Donc il y a des gens qui courent Souvent, les gens me disent, mais comment? Vous pratiquez une demi-heure tous les jours, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a tellement de choses à faire. On voit des gens qui courent toute la journée, ils ne font rien. Qu'est-ce qu'au bout de leur vie, leur activisme a débouché pour aider ce monde à aller mieux? Donc ce n'est pas la quantité d'action qui permet d'aider le monde, c'est la qualité de l'action, la justesse de l'action, le rapport à ce qui est. Et il y a un autre élément dont je voulais parler sur la bienveillance. Donc le premier mouvement de la bienveillance, c'est d'arriver à essayer de montrer que la bienveillance n'est pas qu'être gentil.
je crois qu'un autre aspect, c'est d'essayer de montrer que on n'a pas à essayer de sortir. On a l'idée que la bienveillance, c'est je suis un peu égoïste, il faut l'être un peu moins en pensant un peu aux autres. Ça, c'est un peu le discours moraliste qu'il y a. Je crois que ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit de comprendre que je suis d'emblée relié. D'emblée, je suis relié au monde. Si la Terre continue d'être abîmée, c'est moi qui ne va plus pouvoir continuer à respirer. Comme vous le dites dans Être au monde. Absolument. Ce livre très, très significatif de ce que vous dites présentement. Oui, dans mon livre Être au monde, 52 poèmes pour apprendre à méditer, j'essaye de montrer qu'on est d'abord au monde, que nous ne sommes pas des êtres isolés, que la grande erreur, c'est penser je suis isolé, et comment je fais? Alors, est-ce que je suis un peu pas trop égoïste, qui est très culpabilisateur. Mais c'est tout simple. Si Paul aime Marie, ils vivent ensemble, et ils s'aiment, Paul n'a pas l'impression d'être une île qui aime Marie, il a l'impression que son amour pour Marie le constitue comme son être même. Et c'est tout bête. Si Marie vient à disparaître, Paul n'a pas l'impression d'avoir perdu Marie seulement. Il a l'impression qu'on lui ampute une part de lui-même. Donc ça montre bien que Paul n'est pas Paul isolé de Marie. Mais ça, on comprend dans la relation de couple. On a du mal à comprendre dans la relation du monde. Mais on ne peut pas être indépendant du monde. On est d'emblée. On peut le refuser. On peut décider de se fermer. Mais le lien est premier. Ça change tout. Parce qu'au lieu de se dire « je dois faire un effort pour essayer d'être un peu moins méchant », vous avez à vous dire « est-ce que je peux me détendre dans l'ouverture de mon cœur, refaire confiance à ce lien ?» Ça change complètement la perspective. L'une est « je suis méchant, il faut que je sois plus gentil, ah non mais là je ne le suis pas assez, ah non mais c'est pas bien », et l'autre « je me détends, je sens mon lien, comment je peux y répondre? Comment je peux avoir moins peur d'y répondre ?» Vous venez d'employer un mot qui a une longue histoire dans la tradition française, le cœur. Ce cœur dont vous parlez, est-ce que ce ne serait pas un a priori émotionnel bienveillant? Oui, c'est très bien dit. C'est bien philosophique. On voit que vous avez un bon bagage philosophique. Donc, a priori, ça veut dire, avant toute expérience, un préalable. En tant qu'être humain, je suis d'emblée, je peux l'accepter ou le refuser, mais il y a d'emblée cette ouverture. Donc, je trouve que c'est vous voyez, je fais un peu une glose sur ce que vous avez dit. C'est tout à fait juste. Émotionnel, absolument. Si on arrive à entendre émotionnel au sens de ce qui nous met en mouvement et qu'on n'entend pas trop du point de vue sentimental, parce que l'ouverture du cœur n'est pas forcément... se mesure pas forcément à l'intensité de ce qu'on ressent, mais d'une certaine justesse. Donc il faut juste faire attention à bien entendre émotion, ce qui nous met en mouvement. Parce qu'il y a aussi un grand problème avec la notion d'amour bienveillant, c'est que les gens, des fois, ont l'impression qu'ils ne ressentent rien, qu'il faudrait ressentir beaucoup. Ça, on est un peu intoxiqué par le cinéma hollywoodien. On a l'impression que l'amour, c'est les violons, la symphonie de Beethoven, tout le monde pleure. Alors qu'il peut y avoir des modalités d'amour où on ne ressent pas grand-chose, mais c'est juste. Donc ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables de ne pas ressentir beaucoup de choses. Mais il y a une qualité d'être qui suffit. Mais donc, vous avez raison, il y a un a priori émotionnel, c'est-à-dire cette ouverture primordiale qu'il faut apprendre à habiter, à déployer, à vivre. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait 3 coffrets sur la méditation, pour que les gens méditent. Un coffret sur la pratique de la présence attentive, ou de la pleine présence, et un coffret sur l'amour bienveillant. Parce que je crois que c'est très important de découvrir des pratiques d'amour bienveillant, de découvrir qu'on peut apprendre à retrouver ce que vous appelez l'a priori émotionnel du cœur, cette dimension ouverte, tendre, chaleureuse de notre cœur, et que ça s'apprend. Alors ça, c'est un vrai défi pour nous, parce qu'on nous a un peu inculqué cette idée, à mon avis fausse, que soit j'aime pas, et qu'on ne peut rien y faire. Des fois, même j'entends des gens se dire « je te quitte parce que je ne t'aime pas ». Mais ce n'est pas comme ça, en vérité. L'amour, ça se travaille. Une mère, il y a des jours, elle ne peut plus supporter son enfant. Ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime plus. L'amour, ça se travaille. C'est pas notre idée qu'on doit être dans un amour parfait tout le temps, idéal, est une idée fausse. L'amour est une expérience qu'on vit, qu'on peut retravailler, recultiver. Moi, ça a été libérateur pour moi de découvrir que
je n'avais pas à être parfait dans l'amour, je pouvais sans arrêt réapprendre à aimer, me relier à nouveau au lien et sortir de l'isolement. Et donc, pour reprendre la question centrale sur la notion d'amour bienveillant, puisque j'essaie de montrer que c'est pas « il faut que je sois, d'un point de vue moral, moins égoïste, etc., plus altruiste », mais c'est retrouver l'unité profonde. Vous voyez, comme ça veut dire donc apprendre à être moins, à sortir de l'isolement. Et un des fruits de la pratique de la bienveillance aimante, c'est que je découvre que je suis beaucoup moins isolé que je ne le pensais. J'imagine que c'est votre vie tout entière qui doit être une méditation. Hein, quelqu'un me demandait un jour, est-ce que vous méditez le matin et le soir? Je lui ai répondu, et vous, est-ce que vous respirez le matin et le soir? J'ai l'impression que vous devez être dans ce grand mouvement respiratoire de la pensée où l'on médite constamment en agissant. Oui et non. C'est-à-dire que, en même temps, je trouve que c'est très important d'avoir un moment où on pratique formellement. Il y a un moment vraiment, j'arrête, je ne fais rien, je me resynchronise au monde par les perceptions sensorielles, j'arrête de vouloir faire quelque chose, je me resynchronise avec la respiration comme manière de dire oui à l'existence, et j'entre en rapport à ce qui se passe, et puis j'entre en rapport à quelque chose de plus vaste, un sens d'espace plus ample. Et je trouve que c'est très important, pour moi, qu'il y ait ce moment-là. Mais évidemment, faire ça change tout le reste du monde, tout le reste tout notre rapport au monde. Et c'est tout simple, ça nous rend plus présents, ça nous rend plus bienveillants, et ça nous rend plus confiants. Mais c'est tout simple. Quelqu'un qui serait infirmière, qui pratiquerait la méditation un quart d'heure par jour, sans doute que dans sa journée, elle ferait le même soin qu'elle faisait avant en étant un peu plus présent. Est-ce que ça ne changerait pas radicalement les choses si l'infirmière ne fait pas seulement le soin, mais dit bonjour au patient, entre en rapport avec lui? Est-ce que ça ne changerait pas quelque chose si l'enseignant ne fait pas seulement le programme, mais a un sens de présence avec l'élève? Est-ce que ça ne serait pas important si nos collègues de bureau, partout, ne font pas seulement leur action, mais puissent dire bonjour aux gens et avoir une attitude d'ouverture, de présence? Et donc je crois vraiment que la méditation peut changer très profondément notre monde, mais je crois quand même que c'est bien qu'il y ait un moment où on le fait. Où l'on peut stopper le monde, Oui. Et être tout à soi. Oui. La personne qui m'a formé à la méditation, qui était un neuroscientifique, Francisco Varela, auquel je dois beaucoup, disait « Méditer, c'est prendre un moment pour prendre un microscope et regarder son esprit ». Je trouve qu'il y a quelque chose de juste. On prend un microscope et on regarde comment je suis présent, comment je ne le suis pas, qu'est-ce qui se passe. Et de faire ça, ça change le reste de la tonalité. En fait, ce petit moment que vous volez au stress de la vie, chaque matin par exemple, au réveil, va vous permettre de faire de chacun de vos gestes, oui, dans le courant de la journée, une sorte d'investissement de clarté, oui, comme si vous mettiez du ciel, oui, dans les choses. Oui, c'est très bien dit. Méditer, c'est apprendre à mettre du ciel dans les choses. On pourrait dire, méditer, c'est apprendre à mettre du ciel dans les choses, mais aussi mettre de la terre dans les choses. Parce que nous vivons en général sans ciel et sans terre. Sans ciel, parce qu'il n'y a pas cette ouverture spacieuse, mais aussi sans terre, parce qu'on n'est pas du tout ancré. La plupart du temps, on n'est pas ancré, on n'est pas en rapport à la terre, on n'est pas en rapport à notre corps, on n'est pas en rapport à ce qui est. On est pris dans notre tête, on pense. Vous voyez, on pense, on a des tas de choses, on a des choses à dire, donc on fait comme ça. Et on ne s'ancre pas, on n'est pas vraiment là. Mais oui, ce n'est pas penser finalement, ça. C'est être préoccupé. Oui, préoccupé. Oui. On est très préoccupé. Et donc méditer, c'est redonner de la solidité et redonner du ciel. Et d'un seul coup, on se rend compte, c'est pas contradictoire. S'il y a du ciel, du vrai ciel, alors on est vraiment ancré. Quand on est vraiment ancré, il y a vraiment du ciel. Un homme comme vous peut-il être paresseux par égard pour lui-même, par souci de ne pas se faire récupérer et de rester soi?
Voilà, je suis la mauvaise personne parce que par nature, je ne suis pas paresseux. Mais si j'étais paresseux, sans doute que la méditation me permettrait de travailler avec ça. Mais il se trouve que j'ai beaucoup de choses à travailler, mais je n'ai pas du tout ce côté-là. Je suis presque l'inverse. Donc je ne suis pas du tout paresseux. J'aime beaucoup travailler. Donc voilà, ne rien faire. Et la méditation, c'est pour moi vraiment, il y a un vrai travail dans la méditation. Parce que vous foutez la paix, vous ne faites rien, mais en même temps, vous êtes dans une acuité très profonde, une présence très profonde. C'est passionnant d'essayer de regarder l'esprit, de regarder son cœur, de voir ce que ça veut dire qu'être présent. Donc, je dirais, c'est pas mon problème. Pour reprendre le mot de Platon, c'est comme une euparaxia. Vous êtes engagé dans l'action, mais toujours soutenu par une sorte d'immensité limpide. Disons, c'est ça à quoi il faut tendre. Disons, je crois que c'est ça auquel il faut tendre. C'est de ne pas être comme dans un couloir, mais qu'il y a quelque chose d'un peu plus spacieux. Voyagez-vous beaucoup Non. pour vos livres? Non. Non. Je n'aime pas, je n'aime pas voyager. Moi non plus. je trouve que les plus grands voyages qu'on peut faire, c'est les voyages qu'on peut faire dans la pratique de la méditation. J'ai l'impression de découvrir des territoires incroyables, de vivre des aventures très profondes. Donc je voyage vraiment très peu. Et c'était un peu exceptionnel pour moi de venir au Québec. Nous en sommes bien contents. Et je suis très, très impressionné de pouvoir parler de la méditation au Québec. Sachez une chose, c'est que nous sommes nous-mêmes tellement reconnaissants qu'un homme comme vous prenne le temps de venir nous dire des choses agréables. J'aime bien le petit oiseau sur la branche. Moi aussi. Je trouve C'est comme s'il nous disait, même si je suis seul, je suis tout. Oui. Et on voit aussi complètement sa tendresse et sa fragilité qu'on peut accepter. Et l'oiseau, évidemment, c'est ce qui nous appelle au vol, à l'espace. Une assomption jubilatoire. Une assomption jubilatoire. Le mot est de Lacan. Et je ne pense pas qu'il était très porté sur la méditation. Même s'il s'est un peu intéressé à un moment dans son rapport au Japon, avec Pinguet, qui lui a parlé un peu du Japon. Et ça l'a intéressé, et il y a quelques références sur le zen, assez fines, dans l'œuvre de Lacan. Nous avons déjà abordé un certain nombre de domaines, mais dans votre vie privée, avez-vous parfois éprouvé des difficultés avec des gens qui ne voulaient pas entendre votre discours? Non, parce que j'ai pas un discours à transmettre, c'est une expérience. Donc toute situation est l'occasion d'essayer d'entrer en rapport à cette expérience. Après, je trouve que la méditation est une chance inouïe pour beaucoup de gens, mais c'est pas... Il y a plein d'autres manières. Mon souci, c'est pas que tout le monde pratique, c'est que ceux que la méditation pourrait aider puissent les aider. La méditation m'a d'une certaine manière sauvé la vie. Ça a vraiment été un incroyable soulagement. J'avais vécu une enfance très difficile. La méditation m'a réappris cette présence, cette bienveillance et cette confiance que j'avais pas du tout. Donc j'aimerais que d'autres gens puissent recevoir le don que j'ai eu. Donc je me sens un devoir de donner la possibilité, je pense surtout à plein de gens qui sont jeunes, qui peuvent souffrir, qui peuvent être découragés, qui peuvent se dire mais à quoi bon tout ça, de voir qu'il y a un secret qui n'est pas quelque chose qu'ils ont à apprendre, qu'ils ont à retrouver, qu'il y a quelque chose à faire, que nous ne sommes pas condamnés au cynisme et au nihilisme, qu'il y a une possibilité pour notre temps, qui n'est pas rêvé, qui n'est pas une illusion qu'on veut leur vendre, mais quelque chose qui a un vrai travail sur la profondeur de la vie. Donc je trouve vraiment important qu'il y ait la possibilité de donner cette possibilité-là pour ceux qui en ont besoin, ceux qui se posent des questions, ceux pour qui l'énigme de la vie est douloureuse, ceux qui ne savent pas comment vivre. Et mon travail, je le vois plutôt comme le fait d'avoir
à vraiment donner ça, donner cette possibilité. Pas convaincre les gens, mais donner ça, donner cette possibilité-là. C'est moins un enseignement qu'une générosité. Oui, absolument. Parce qu'il y a un enseignement, mais la chose essentielle, c'est chacun va avoir à le faire. Ce que les gens me disent beaucoup dans mon livre, dont l'éditeur a marqué le livre qui va vous donner envie de méditer, c'est que je crois que ce que les gens me disent souvent, c'est que ça leur donne envie de méditer parce que ça donne, à partir du chemin, donc dans le livre je raconte les étapes de mon chemin, les rencontres que j'ai faites, les difficultés que j'ai traversées, donc ça démythifie la méditation, parce que je médite que je n'ai plus de problème, c'est pas que j'ai pas vécu des blessures, des déchirements, etc. Mais comment on peut travailler avec ça, comment ça donne une autre perspective sur la vie. Et ce que beaucoup de gens me disent, c'est que ça leur donne confiance dans leur propre chemin. Ça leur donne confiance qu'ils n'ont pas à suivre une autoroute, mais qu'ils sont à trouver leur propre chemin. Et la méditation, ce n'est pas une autoroute où tout le monde va suivre les mêmes étapes. C'est une invitation en rentrant en rapport à la vie, de trouver ce qui est juste pour soi. Et c'est différent pour chacun. Il y a des gens qui ont besoin d'être beaucoup plus apaisés. Il y a des gens qui ont besoin exactement de l'inverse, qui sont déjà trop apaisés, ils ont besoin de retrouver un vrai dynamisme, voyez. Et donc la méditation aide chacun là où il est à retrouver un rapport à l'intégrité de sa propre existence. En fait, le livre serait il nous donnerait plutôt le goût d'être. Le goût d'être, absolument. Retrouver le goût d'être, sans rien. On est souvent un père de famille, je suis un écrivain, je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis comme ceci. Quand c'est qu'on est juste un moment pour être. Et si on prend un moment pour être, alors on peut être d'autant plus facilement père, écrivain, etc. Mais là, il y a quelque chose comme un sens d'être très radical. Mais sans identification. Absolument. Primordial, juste être, juste foutre la paix, juste redevenir un être humain simplement sur cette terre. Je rappelle à nos amis qui nous écoutent en ce moment que nous avons à Montréal un homme qui aujourd'hui se présente à nous dans le silence profond qui permet d'être attentif au ciel, c'est-à-dire à ce poids de clarté de l'être qui représente la grâce. Monsieur Fabrice Midal, je vous souhaite la bienvenue en terre française d'Amérique du Nord et je vous suis reconnaissant de nous avoir rendu à la fois plus clair et plus léger. Merci beaucoup. Le plaisir était pour nous.